Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique taraborienne. Nous allons reprendre où nous en étions restés sur la création et la conception de scénarios. Donc je vous avais dit qu'on essaierait de continuer à construire ce scénario afin de voir un petit peu comment on va remplir la fiche de conducteur. Alors pour ce scénario, qu'on va essayer de faire pas à pas ensemble, il faut savoir qu'il vient s'inscrire dans une campagne. C'est l'épisode 3 en fait de la première saison de ma campagne Le Retour des Seigneurs du Chaos, qui est une campagne médiévale fantastique. Et cet épisode, j'ai choisi de l'appeler Créance de sang. Oui, voilà, c'est un petit joke par rapport au film de Clint Eastwood qui porte le même nom. Pour autant, ça n'a rien à voir, vous allez le voir. Et j'ai commencé par remplir mon conducteur avec mes intentions narratives. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Là, j'avais envie de traiter une certaine thématique. Et donc, j'ai choisi de commencer par ça comme premier élément. Donc, le thème principal, vous le voyez, je l'ai écrit ici, ça va être la trahison. Le propos maintenant, mon propos, ça va être de dire que dans un contexte trop rigide et un petit peu tyrannique où l'autorité est pleinement posée, en fait ce contexte-là, au lieu d'amener la confiance, il va plutôt favoriser la trahison puisque chacun des antagonistes en fait est un petit peu bloqué dans sa situation, il n'y a pas vraiment de dialogue, etc. Donc finalement, quand les gens sont un peu bloqués, ils finissent par se tourner vers des solutions un peu plus extrêmes, on va dire. Le ton maintenant, le ton, j'ai choisi donc d'axer cela sur quelque chose d'assez protocolaire pour poser le contexte rigide et tyrannique et bien faire ressentir ça à mes joueurs par rapport au décor et à l'univers dans lequel ils sont. Et puis également d'insister sur la tension psychologique qui règne. On va passer maintenant à la codification. Alors là encore, c'est peut-être pas obligatoire, mais moi je trouve ça assez pratique. Quand je remplis mon conducteur, j'ai choisi de remplir mes différentes entrées avec un petit signe qui va me permettre, quand je vais être en train de parcourir en fait le conducteur, et de tout de suite voir quel type de scène c'est, quels éléments, etc. Donc ça va m'amener beaucoup de clarification et de fluidité lorsque je vais être en phase, en train de mener la partie en fait. Donc en fait, ce petit signe ici, qui veut dire entrée. C'est-à-dire que pour nous, ce sera une entrée, une situation, voilà. Et quand il y en a plusieurs dans un listing, donc ça permet de voir que c'est à chaque fois une nouvelle entrée ou une double entrée, quoi. Ensuite, le bullet point, moi je m'en sers pour préciser l'entrée. C'est-à-dire s'il y a des petits éléments que je veux, vous allez voir hein, quand on va le faire pas à pas, que je veux préciser par rapport à une entrée, c'est assez pratique. Ensuite, j'ai ici ce petit signe cerclé, qui est le plus gros hein, quasiment de tous et qui se repère facilement. Là, ça va être, en fait, je vais l'utiliser pour signaler un péril ou une rencontre dans une scène donnée. Donc ça me permet, quand je jette un coup d'œil à la scène, de tout de suite avoir en tête qu'il y a un péril, qu'il y a une rencontre. Voilà. Ensuite, le signe d'en dessous, celui-ci, va me permettre en fait de signaler vers quelle scène, au singulier ou au pluriel, pointe la scène que je suis en train de d'écrire. C'est-à-dire en gros les pistes, hein, j'ai appelé ça piste. Il peut y en avoir plusieurs. Il peut y en avoir aucune. C'est le cas par exemple pour certaines scènes d'ambiance qui n'amènent pas nécessairement vers d'autres scènes, qui ne pointent pas d'indices ou de traces qui permettent de passer à une scène précise, mais qui sont là plus pour apporter des éléments de background, des précisions sur l'univers, des climats, etc. Et enfin, le dernier petit signe, qui lui va me permettre de signaler dans la rédaction d'une scène un indice éventuel, un objet important ou un challenge ludique que vont devoir réaliser les personnages.
Alors, ce qu'il faut savoir, hein, on en a déjà un peu parlé dans la première partie, c'est que dans un scénario, euh, il faut... alors encore une fois, hein, c'est un point de vue personnel. Moi, j'aime bien quand c'est assez équilibré entre la narration, tout ce qui est climat. Et puis également, faut pas oublier que c'est pas juste raconter une histoire ensemble en fait le jeu de rôle. Je pense que il faut pas passer à côté de la dimension ludique. C'est la raison pour laquelle il faut toujours veiller à ajouter des challenges ludiques en fait. Sinon, bah, vos joueurs, au bout d'un moment, ils décrochent un peu dans la partie. Voilà, puis ça fait partie vraiment du jeu, quoi. C'est une partie de jeu de rôle qu'on fait et c'est pas juste raconter une histoire. Il faut un moment qu'il y ait des incidences concrètes et des challenges à proposer à vos joueurs. Donc, qu'est-ce que on va poser? Alors, on va rappeler ensuite, encore une fois, là c'est dans l'ordre, mais ce n'est pas obligatoire du tout. On va passer directement à la situation générale. Alors, j'ai une première entrée ici. Donc la situation générale, je vais noter que les joueurs sont toujours dans la ville d'Alteas. Et je vais préciser, donc en mettant un bullet point, certaines petites choses. Donc là, ça m'est un petit peu dicté par, comme c'est dans le cadre d'une campagne, parce qu'il s'est passé à l'épisode précédent. Voilà, donc souvent, quand vous êtes en campagne, en tout cas, la situation générale, elle est un petit peu donnée par la résolution de l'épisode d'avant. Là, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette ville où se trouvent actuellement mes joueurs, l'autorité du maire, donc, qui s'appelle Silus Fordonk, est un petit peu bafouée puisque suite à certains soucis, je ne vais pas vous raconter toute la campagne, suite à certains soucis, des cavaliers de la rune impériale qui correspondent en fait à la police secrète de l'Empire, sont venus dans cette ville. Voilà, qui connaissaient quelques problèmes. Du coup, même si ce n'est pas une cité impériale au départ, mais une cité libre qui appartient donc aux forces de la République, des terres taraboriennes, malgré tout, l'Empire qui existe toujours a certaines prérogatives, et notamment ces agents de la rune impériale qui sont redoutés un petit peu par tout le monde sur les terres. Voilà, à la tête de chaque section, vous avez un inquisiteur en fait qui ils ont des pouvoirs étendus en fait par rapport à de simples soldats de l'Empire, de simples légionnaires. Eux ont possibilité d'incarcérer des gens, de les faire passer aux aveux, de les torturer, etc. Donc c'est une faction assez mal vue par les populations qui malgré tout craignent cette faction et donc ont un petit peu du mal à réagir lorsqu'ils se trouvent confrontés à ces agents de la rune impériale. Donc notre village d'Altea, l'autorité du maire est bafouée. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore dans la situation générale? On va préciser encore une petite chose. Le couvre-feu est toujours établi. Euh, il va être donc couvre-feu maintenu. Alors, vous voyez bien que là, dans cette phase de conducteur, il faut éviter de rédiger des choses. Il faut vraiment rester au niveau, j'ai envie de dire, au niveau zéro du listing, pour bien lister les éléments et pas commencer et être le plus synthétique possible. Ce qui vous permet aussi par la suite de développer un petit peu plus au fur et à mesure que vous ordonnez vos idées et que vous en avez déjà posé d'autres. Le déclencheur, maintenant. Donc, qu'est-ce qui va se passer au début de cet épisode qui va entraîner, qui va lancer en fait la dynamique de l'épisode? Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le questeur qui est dans la ville pour prélever des taxes va se faire dérober. Un questeur se fait dérober l'impôt qu'il vient de prélever. Impôt tout juste prélevé.
Du coup, on va rajouter quelques petits éléments. Le questeur se fait dérober donc l'impôt qui vient tout juste d'être prélevé. Donc les éléments qu'on va rajouter, ça va être une attaque du convoi qui repartait, qui quittait la ville pour aller apporter auprès de l'Empire les prélèvements. Voyons. Attaque du convoi qui quittait la ville. Alors, est-ce que je veux préciser d'autres choses pour le moment par rapport au déclencheur? Non, pas nécessairement. Dans mes PNJ, donc je vais pouvoir remettre un petit peu. Donc il va y avoir le maire de la ville, Silus Fort donc, maire de la ville. Alors là, je vais pas tout repréciser, classe, race, âge, parce que ce personnage en fait est récurrent à certains scénarios et qu'il intervient préalablement. Il aura donc une fiche, ça je vous expliquerai ça peut-être dans une autre partie, mais généralement lorsque j'ai des PNJ comme ça récurrents, en plus de les décrire dans le scénario, je me fais des petits docs avec des fiches, puisqu'ils ne vont pas être spécifiquement liés à certaines scènes, enfin à une scène en particulier, ils vont revenir, donc c'est toujours pratique de pouvoir sortir sa petite fiche de PNJ et de ne pas être obligé de naviguer dans le scénario ou dans le conducteur pour retourner 40 pages en arrière pour retrouver la description du maire. Le temps que, selon votre fréquence de jeu, vous ayez un petit peu mémorisé tous vos PNJ importants et que, en tant que meneur, vous soyez capable de les incarner comme ça on the fly parce que vous les avez bien en tête. Dans une campagne, il peut y avoir beaucoup de PNJ. Donc parfois on peut se mélanger un peu les pinceaux et ça c'est terrible parce que les joueurs ah bon et tu nous avais pas dit que le maire était plutôt petit et bedonnant ah non là c'est un grand maigre, voilà, donc il faut veiller à ce genre de cohérence parce que là encore si en tant que meneur vous vous déchirez, vous décrivez le même PNJ de quatre façons différentes, au bout d'un moment en termes de crédibilité c'est très 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 moyen. Donc c'est le maire d'Alteas. Voilà. Bon, son caractère, etc. Tout ça, on va pas le préciser, donc on a dit plus que ça puisque c'est déjà fait. On va rajouter un deuxième PNJ qui lui va être donc le traître. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est un traître euh, un des hommes en fait du caster qui va lui-même faire faire attaquer le convoi. Donc là, on est en plein dans le traitement de notre thématique. Donc lui va s'appeler Yorn Goulas. Voilà. C'est un humain. Il a 35 ans. Et que dire d'autre? Il est donc soldat auprès d'Arden Breck, qui est le questeur. Je vais rajouter donc une nouvelle entrée. Arden Breck, virgule, c'est un humain. Et c'est le questeur impérial. Donc la personne qui est chargée de prélever des impôts pour le compte de l'Empire, qui bien évidemment a une espèce dans son fonctionnement, une espèce de rançonne un peu comme ça les cités. Voilà.
C'est d'ailleurs pour ça que dans mon setting, les terres taraboriennes, l'Empire est toujours un petit peu en porte-à-faux par rapport aux populations, parce que certaines voient cela d'un bon œil, à savoir il est normal que l'Empire prélève des impôts, etc., puisqu'il nous apporte les bienfaits de la civilisation qu'il véhicule avec lui. D'autres trouvent les impôts beaucoup trop élevés, etc., etc. Donc voilà, c'est un ressort somme toute assez classique dans les settings, mais de mettre une autorité comme ça qui peut être, selon les régions, plus ou moins bien perçue, ça permet ça donne lieu et naissance à des intrigues un peu diplomatiques et politiques que moi je trouve importantes. Ensuite, pour ce scénario, moi j'aimerais qu'on inclue dedans un, un combat sur l'eau. Alors quand je dis sur l'eau, je pense pas dans l'eau, hein, en fait. Donc je vais rajouter, c'est un combat sur un bateau dans le port. Voilà, j'ai envie de voir ceci apparaître parce que ben sur un bateau, sur le pont d'un navire, bon, puisqu'il va y avoir du mobilier, des choses, du décor, le bateau va éventuellement bouger, donc ça peut amener un certain nombre de challenges euh, très intéressants à mettre en place en termes de jeu. Voilà. Encore une fois, j'aime bien dans les combats essayer un petit peu de personnifier entre guillemets chaque combat et de jouer sur les. C'est important de jouer avec les éléments du décor, de voilà demander un petit jet d'agilité par exemple. Enfin, après ça dépend du système de résolution que vous avez pour mener vos parties. Mais voilà, sortir du simple je frappe, je pars, je frappe, je pars, etc. En rajoutant des éléments de décor, ça permet d'avoir des dynamiques de combat qui se prêtent plus en fait au roleplay et qui en font plus quelque chose, une expérience en fait mémorable et intéressante. Voilà. Alors au niveau de l'adversité, bah, il va y avoir déjà les donc il y a Jörn les hommes de Jörn on va appeler ça comme ça. Alors, la question que je me pose, c'est va-t-il avoir trahi donc son questeur avec d'autres hommes appartenant à sa faction? Non, en fait, je vais préciser. Donc, les hommes de Jörn se sont recrutés auprès de marins. Voilà, ça me paraît plus intéressant. En fait, ce fameux Jörn donc soldat auprès auprès du questeur, va trahir pour essayer de détourner pour son compte propre la part des impôts. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller recruter des marins dans les bas-fonds du port euh, pour l'aider à mettre en place ces choses, son, son vol. Alors, les adversités, est-ce que j'en vois là des adversités? Oui, ça pourrait être, tiens, être intéressant aussi de mettre des conditions climatiques particulières. On va préciser l'ensemble du scénario se déroule sous la pluie. Alors ça encore une fois, ça va être intéressant parce qu'encore une fois, ça peut amener des jets spécifiques pour, voilà, je sais pas, le terrain va être glissant, les conditions de visibilité vont pas être les mêmes, etc., etc. Donc ça, je vais pouvoir le préciser tout de suite, tant que j'y pense, ce sera toujours ça de fait. Hein, vous voyez, ça permet en fait de rédiger ce conducteur, d'avancer comme ça pas à pas. Il y a des éléments qui peuvent apparaître, et puis à l'instant T plus 1, vous allez choisir en fait de les faire sortir parce que ça colle plus, etc. Donc là, je vais préciser visibilité réduite. Donc ça aura une incidence par exemple sur tout ce qui est armes de jet, visée, etc. Et terrain
les terrains vont être glissants. Je repense par exemple à mon combat que je veux mettre sur le pont du bateau, eh bien ça va être plus compliqué en fait. Et je vais même préciser encore, du coup, puisque j'y pense, les eaux du port sont agitées. Voilà, comme ça je serai sûr d'y repenser quand je m'occuperai de la scène de ce combat de bateau. Alors, je regarde un petit peu les autres entrées, j'ai quelques PNJ, j'ai la situation générale, euh, pardon, j'ai un lieu important, un combat sur un bateau dans le port. Je vais peut-être m'attaquer maintenant, euh, tout simplement, à rédiger la première scène, hein. Alors, la première scène, ça va être une scène d'ambiance qui va un peu poser la situation. Alors quand ce sont des scènes d'ambiance, ce que j'appelle des scènes d'ambiance, ce sont des scènes où en fait il peut y avoir une interaction de la part des personnages. Simplement, généralement, c'est pas le but de ces scènes. Bien sûr, les personnages peuvent intervenir dans ces scènes, mais c'est plutôt des scènes qui me permettent de leur donner des éléments autrement qu'en leur lisant tout simplement un background. Ça passe toujours mieux si vous avez des éléments à fournir à vos joueurs dont ils vont devoir se servir au cours du scénario, plutôt que de leur donner comme ça, par un simple échange meneur de jeu joueur, d'essayer de les faire intervenir par des petites scénettes que vous allez intercaler. Voilà, ça peut amener aussi un peu de roleplay, des réactions des joueurs, etc. Alors, scène d'ambiance, voilà, je le précise. J'aime bien le préciser aussi, comme ça, quand je parcours le conducteur, je vois tout de suite que telle scène, ça va être une scène d'ambiance. Donc, ça va être euh, en fait, ça va être le appel à témoins de la rune impériale. C'est une scène d'ambiance qui va avoir lieu, je peux le préciser, place principale de la ville, sur laquelle se trouve le temple. Et je commence à y mettre quelques éléments. Donc le premier élément, ça va être un héros de la rune impériale. Le deuxième élément qui fait un appel à témoins par rapport à l'attaque du convoi du Kester. Voilà, donc ça va permettre en fait, vous voyez, cette petite scène va permettre tout à fait aux joueurs de savoir ce qui s'est passé en fait. Alors je pourrais me contenter de leur dire voilà, vous apprenez que moi je préfère le mettre en scène, je trouve ça un peu plus intéressant. Héros de la rune impériale qui fait un appel à témoins par rapport à l'attaque du convoi du Kester. Euh... voilà, pour l'instant, il n'y a peut-être pas besoin d'en mettre beaucoup plus dans cette scène. Alors, est-ce que ça va, je suis en train de réfléchir, est-ce que ça va impacter suffisamment mes joueurs pour qu'ils se lancent dans ce scénario et surtout vers quoi cela va-t-il les amener? Alors, ça peut les amener comme première piste vers la visite des lieux de l'attaque. Voilà. Donc ça, effectivement, les joueurs vont peut-être avoir envie d'aller voir l'endroit où s'est fait attaquer euh, le convoi pour essayer de comprendre des choses. Ils peuvent être motivés, par exemple, pour récupérer l'argent. Ils peuvent également être motivés pour tout simplement rendre service à la rune impériale. Bon,
En l'état, ils sont pas spécialement de ce côté-ci. Donc ça pour l'instant je vais le laisser en suspens. Héros de la rune impériale, donc il fait un appel à témoins par rapport à l'attaque du convoi. Et je vais faire intervenir le maire en fait. Silus Fordonk. Silus Fordonk explique que la rune impériale euh, prend les pleins pouvoirs pour mener l'enquête. Voilà. Donc ça, ce que ça va sous-entendre, c'est un petit cran en termes de tension. Puisque pour le coup, on sait très bien, les joueurs commencent à connaître. Ça fait déjà 2 épisodes qui sont arrivés en ville et commencent un petit peu à connaître les méthodes de la rune impériale, et le simple fait de leur faire vivre cette petite scène, ils vont comprendre que ouf, ça risque de devenir, le climat va commencer à basculer vers quelque chose d'un petit peu plus tendu que ce qu'ils avaient au départ. Voilà, bah je pense que pour cette deuxième partie, pour pas faire trop long, on va s'arrêter là avec ces quelques éléments. Voilà, alors comme vous le voyez, pour l'instant ça peut paraître un peu décousu, mais vous allez voir qu'en avançant pas à pas, les choses vont se mettre en place. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette chronique taraborienne et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. À plus.